Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Printemps 1932. Prenons un petit peu d'altitude si vous voulez. Nous sommes au-dessus de l'Atlantique. À cette époque-là, le ciel est vide de tout aéronef, bien entendu. Et pourtant, c'est bien le bruit d'un moteur qu'on distingue. Et même on voit, ça y est, un petit point rouge. Là, on l'aperçoit au loin. Oh, c'est dans la brume. Le ciel est assez chargé, assez couvert. C'est un avion, un Vega, un monoplan de la firme américaine Lockheed qui a l'air perdu comme ça, tout seul, dans cette immensité, dans cet océan de brouillard. Alors d'où est-ce qu'il vient cet avion et jusqu'où est-il en train de voler? Il est au-dessus maintenant de quelques bateaux de pêche. Ça veut dire que ça pourrait être la fin de son voyage. Et puis ça y est, voilà, une bande de terre qui surgit au-dessous des ailes. L'engin va pouvoir se poser dans un pâturage. La silhouette qui s'extirpe du cockpit est assez frêle. On dirait presque qu'elle est taillée comme une aile d'avion. Elle est très longiligne, haute, fine. Il y a un fermier qui était là, qui est interrompu dans son travail par cet atterrissage qui lui semble provenir de je ne sais quel roman. Vous imaginez, on n'est pas habitué à ça du tout à l'époque. Il n'en revient pas, ce fermier. D'une part, il a d'abord jamais vu d'avion dans ce coin-là, et d'autre part, il n'avait aucune idée qu'aux manettes de ce genre d'engin puisse se trouver une femme. Et oui, c'est bien une pilote qui est là. Alors le brave homme là, s'approche de la carlingue, il demande timidement vous venez de loin ? Et la jeune femme, avec un sourire extraordinaire, elle a les dents du bonheur, elle lui répond « J'arrive d'Amérique !» Et oui, cette femme qui apprend se trouver en Irlande parce qu'elle n'en était pas tout à fait sûre. Cette femme n'est pas une inconnue de l'autre côté de l'Atlantique, elle est très connue. Et l'on peut même dire qu'il y a une foule immense qui attend de ses nouvelles. Ce 21 mai 1932, après 14h56 de vol, cette femme, à 34 ans, devient la première femme au monde à traverser l'Atlantique, seule dans son cockpit. Cette femme, c'est donc Amelia Earhart. Pour l'Amérique des années folles, elle était déjà une héroïne, elle est en train de devenir une icône. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous propose de faire un petit saut de 4 années dans le temps. On repart 4 ans en arrière, en 1928, puisque là c'était le 21 mai 1932, cette traversée extraordinaire. En 1928, elle avait déjà été la première femme à traverser l'Atlantique Nord. Mais attention, comme simple passagère. En 1932, elle sera seule à bord, seule aux commandes. Déjà à l'époque, on s'était beaucoup intéressé à sa personne. On avait vu les gros flashs de l'époque. Vous savez, les photographes de l'époque avaient ces espèces de flashs énormes qui faisaient comme des explosions. Tout le monde s'était intéressé à elle. On en avait fait une vedette avec une renommée importante. C'est vrai que néanmoins, les vraies vedettes de l'époque, ça restait les pilotes. Mais d'autant plus qu'Amelia pilote parce qu'elle aime ça. Elle est passionnée, tout simplement. Elle a cette espèce de rage en elle. Elle se comporte avec les admirateurs et avec la presse, avec un certain détachement. Et quand on lui demande pourquoi elle fait tout ça, elle répond systématiquement, c'est devenu une formule que les gens vont apprendre, for the fun of it, pour le plaisir, tout simplement. Amelia a tout de même une obsession. Elle a une idée en tête qui ne la quitte jamais, c'est prouver au monde entier que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes lorsqu'il s'agit de voler. Elle voit dans l'aviation, qui ne demande pas d'efforts physiques très particuliers, qui ne demande pas... Bref, elle voit dans l'aviation un chemin d'émancipation pour les femmes. La première fois qu'Amelia Earhart a vu un avion, elle avait 11 ans. On était à l'époque en 1908, au balbutiement de l'aviation. Son père l'avait emmenée voir un appareil. Et pour elle, c'est
une vieille chose de bois et de fer rouillé pas du tout intéressante, dira-t-elle dans une interview. Voilà comment elle a vu son premier avion. Et puis il y a eu la Grande Guerre, elle a été volontaire pour la Croix-Rouge, infirmière dans un hôpital militaire au Canada, et elle a littéralement dévoré les récits des pilotes canadiens qui revenaient du front. Ça la passionnait, et elle leur a posé des questions, et elle a partagé leurs engouements. Et cette vraie passion est née, et elle s'est épanouie pendant les fêtes de Noël 1920. Ça veut dire qu'elle a 23 ans à l'époque. Elle a rejoint ses parents en Californie. Il se trouve qu'à Long Beach, on vient d'inaugurer un tout nouvel aérodrome. À l'époque, on en construit partout. Elle s'est rendue à l'aérodrome de Long Beach dès qu'elle a pu, et elle a passé des heures et des heures, le nez en l'air, à observer ces machines volantes, ces mystérieux fous volants sur leur drôle de machine. Ça vous dit quelque chose ? L'aviation est en plein essor à ce moment-là. Les vétérans de la guerre s'emploient à faire des démonstrations de voltige. Ce sont des spectacles. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on veut voir à l'époque. Les foules sont là au sol à admirer la voltige aérienne. Ce sont des exercices spectaculaires, certes, mais très dangereux. Mais on aime les sensations fortes dans ces années folles. Et pour Amelia, alors là, elle est complètement emportée, embarquée, si je puis dire. C'est le coup de foudre. Elle va prendre des leçons de pilotage. Son père lui offre d'abord un ticket pour un baptême de l'air. Bon, un vol qui dure quelques minutes, mais ça l'a complètement ravie. Déjà, elle aimait ça lorsqu'elle était à terre, mais de décoller, d'avoir cette sensation comme ça de voler extraordinaire. Au moment même où nous avons quitté le sol, j'ai su que je devais voler, racontera-t-elle. Elle est grisée, elle, par toutes les sensations que procure le vol. Amelia se met à apprendre tout ce qu'il faut. Elle prend des leçons, bien entendu, mais ça coûte cher tout ça. C'est Jennifer Le Sieur qui lui a consacré une très jolie biographie en 2009 qui raconte ça. Elle dit que l'aviatrice, à ses débuts, a été obligée de multiplier les petits boulots pour se payer les cours, bien sûr. Des leçons qui n'étaient pas de tourpeau. Elle n'est pas, elle n'a pas le don du pilotage au départ. Elle n'est pas d'une habileté folle, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir. Et d'ailleurs, au début, les crashs sont fréquents. Quand je dis les crashs, disons les atterrissages un peu durs, vous voyez. Comme on disait à l'époque, elle casse du bois, à l'époque où les avions étaient encore en bois. Bref, elle ne lâche rien. Le 15 décembre 1921, elle passe sa licence auprès de la National Aeronautic Association, la NAA. Et là, on peut dire qu'elle est une passionnée. C'est une mordue qui va très vite apprendre la voltige. Pour son 25e anniversaire, elle s'offre un Kinner Airster, c'est un biplan avec un petit moteur de 60 chevaux, mais c'est suffisamment maniable pour dompter la mécanique dans les cieux. Elle repeint son avion entièrement en jaune, d'ailleurs elle va l'appeler le Canary. C'est elle qui se sent pousser des ailes. Et c'est avec cet avion qu'elle va enregistrer son premier record féminin d'altitude. 4300 mètres, c'est un véritable palier à l'époque, les 4300 mètres. En 1923, parce qu'il faudrait donner ça dans les unités anglo-saxonnes. En 1923, elle devient la 16e femme au monde à recevoir sa licence de pilote de la FAI, qui est la Fédération Aéronautique Internationale. Autant dire que dans le monde de l'aviation, on parle déjà d'elle, son nom est connu. Elle s'est lancée dans une course qui est la course au record, aux premières. Elle s'en est même pas vraiment aperçue. Elle, son but, c'était de voler, de s'amuser. Elle s'amuse de tout. Avec ce sourire, je vous ai dit, sourire qui n'a pas encore fait le tour du monde, mais qui va se faire connaître bientôt, non seulement des journalistes, mais du public. Et en mars 1928, elle reçoit un coup de téléphone qui va être absolument déterminant. Au bout du fil, elle a un journaliste qui est par ailleurs le capitaine Hilton Rayleigh. Ce militaire est un ami de l'amiral Byrd qui avait survolé le pôle Nord 2 ans auparavant, qui avait fait parler de lui dans le monde entier. Et Rayleigh lui demande, et par hasard, vous ne voudriez pas survoler l'Atlantique ? Si vous voulez traverser l'Atlantique, puisque c'est survoler l'Atlantique, c'est ce qu'avait proposé le capitaine Rayleigh,
il vaut mieux avoir un riche mécène. En l'occurrence, une riche mécène, une richissime lady de Philadelphie qui s'appelle Amy Guest, qui est mariée à un Anglais et qui est très lancée dans ses affaires d'amitié anglo-américaine. Vous savez, il faut établir de bonnes et promouvoir de bonnes relations entre les États-Unis et l'ancienne puissance anglaise. Et bref, cette Amy Guest cherche une aviatrice qui pourrait, avec élégance, incarner ce défi. Et ce sera bien sûr Amelia Earhart. Elle a exactement tout ce qu'il fallait pour plaire à Amy Guest. Et puis tous les observateurs s'accordent à dire qu'elle ressemble comme une goutte d'eau à un certain Charles Lindbergh, qui un an auparavant a fait au-dessus de l'Atlantique un vol retentissant que j'ai eu l'occasion de vous raconter plusieurs fois. Et donc, puisqu'elle ressemble à Charles Lindbergh et puisqu'elle se colle au même défi, eh bien, on va la surnommer Lady Lindy. Lindbergh Lindy. Amelia est convoquée dans le bureau d'un éditeur et publicitaire qui travaille avec les sponsors du projet, qui s'appelle George Putnam, qui va devenir d'ailleurs son époux quelques années plus tard. Il y a 2 pilotes professionnels, Lou Gordon et Wilmer Stultz, qui sont chargés de piloter l'hydravion trimoteur qui s'appelle Friendship, un Fokker, mais le capitaine, ou plutôt la capitaine de l'expédition, ça n'en est pas moins Amelia. Le 3 juin 1928, on la réveille à 3h30 du matin. Il faut partir pour la pointe est du Canada, trépassé. Vous connaissez cette baie extraordinaire. C'est de là qu'on a prévu de décoller. La météo est un petit peu capricieuse, ce qui fait qu'on attend. Quand vous racontez toutes ces histoires des pionniers de l'aviation, vous vous rendez compte que bien souvent, le ciel n'a pas été de leur côté. Et on a souvent cette météo qui rend les choses difficile, c'est pas bon pour un équipage d'attendre, de décoller. Bref, une fenêtre finit par s'ouvrir après 13 jours. Au moment du décollage, le Friendship a du mal à s'arracher des flots, l'engin est trop lourd, et Stultz va devoir s'y prendre à 4 reprises. C'est à 11h15, ce 17 juin, que l'hydravion, enfin, disparaît au loin dans le ciel. Il a pris la direction du plein Est, il a pris la direction de l'Europe et en premier lieu de l'Irlande. Malgré la panne de radio en pleine nuit, les pilotes, qui n'ont plus que les instruments pour se guider, bien entendu, arrivent tout de même à se repérer. Quand l'aube pointe, après 20 heures de vol, l'équipage aperçoit des navires, aperçoit la côte. Il y a 200 personnes qui entourent bientôt les trois aviateurs qui vont apprendre qu'en vérité, ils pensaient atterrir en Irlande, mais pas du tout. Ils sont à Burryport. Et Burryport, ça se trouve pas en Irlande, ça se trouve au pays de Galles. La nouvelle de leur exploit se répand comme une traînée de poudre. Amelia connaît son premier bain de foule. Elle comprend pas d'ailleurs, elle, cette euphorie autour d'elle. On doit lui rappeler qu'après tout, elle est la première femme à avoir traversé l'Atlantique. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Elle a passé son vol, elle, tranquillement, à regarder les paysages collés à un hublot. Elle se dit qu'elle ne mérite pas les éloges qu'on lui décerne. Et à Londres, la célébrité lui tombe carrément dessus. Elle est harcelée d'interviews. C'est le grand début des interviews à l'époque. Quand elle rentre à New York, elle a droit à une parade sur Broadway, vous imaginez ? C'est l'essor de la presse magazine et elle va faire la une de Life et de Look. Et aux yeux de beaucoup, elle devient ce qu'on appelle une flapper, c'est-à-dire ces jeunes filles un petit peu délurées qui défient les normes de cette Amérique encore bien puritaine, mais sans jamais choquer, sans jamais changer cette hygiène de vie qu'on sait irréprochable. Lady Lindy, comme on l'appelle donc, est un modèle d'émancipation sage, si vous voulez, pour des femmes qui veulent changer de vie. Elle est aussi plus qu'un modèle, elle est une idole pour les hommes, est-ce que j'ai besoin de vous dire ? Elle va faire une grande tournée promotionnelle, rêver de reprendre sa liberté, de prendre elle-même les commandes d'un avion, ce qu'elle va s'empresser à faire donc, en survolant d'abord le pays de ville en ville. Sans le savoir, elle est d'ailleurs la première femme à traverser seule les États-Unis d'un bout à l'autre, aller-retour. Amelia ne cesse de devenir quelqu'un, si je puis dire. On parle d'elle dans le monde de l'aviation. Elle va d'ailleurs créer une association de femmes pilotes qui s'appelle les 99s, parce qu'elles sont 99.
On la retrouve en 1932 pour sa première traversée solo de l'Atlantique. Ça, je vous l'ai raconté. À son atterrissage, le président des États-Unis lui écrit, en 1932, c'est Hoover, le président. Vous avez démontré non seulement votre propre courage, mais aussi la capacité des femmes à égaler les compétences des hommes en accomplissant les prouesses les plus difficiles. Ça, c'est le compliment qui sait toucher le cœur d'Amelia. Elle a encore soif d'aventure et faim d'aventure, Amelia Earhart. Au début de l'année 1935, elle est la première femme à survoler le Pacifique en solitaire d'Hawaï à Oakland, en Californie. La même année, elle relie Mexico à New York en seulement 13 heures. Ça fait des records, ça, constamment. Elle a ce grand rêve qui est de réaliser un tour du monde, nous dit Aymar de Chonac, qui est le pilote de cette émission. Pour son 38e anniversaire, une collecte de fonds lui permet de se procurer le plus bel avion du marché, le Lockheed Electra, un bimoteur surpuissant, nous dit-il. La préparation de ce vol prend une année entière. Il n'y a pas moins de 47 000 km à parcourir en longeant au plus près l'équateur. L'objectif est d'atterrir le 4 juillet 1937 aux États-Unis, jour de la fête nationale, 4 juillet. C'est elle qui est à la tête de cette circumnavigation. Mais comme elle n'est pas autorisée à atterrir seule en tant que femme, dans certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient notamment, elle doit être accompagnée d'un navigateur, en l'occurrence Fred Noonan. Bon, tout ça se passe bien, ce tour du monde, jusqu'au 17 mars 1937, jour du grand départ depuis Auckland. Au décollage, l'Electra bascule sur le côté. Elle s'en sort bien, Amelia, mais enfin, l'avion est amoché. Elle a manqué ce décollage. Elle est consternée aussi parce qu'on lui annonce que les réparations vont durer 3 mois. Elle avait tout préparé, tout s'annonçait merveilleusement pour son tour du monde. Et puis voilà qu'il va falloir de nouveau réunir des fonds. Et c'est pas simple, parce qu'on est en pleine dépression économique à l'époque. L'opération reprend finalement le 1er juin 1937 depuis Miami, en Floride, donc cette fois. Et juste avant le départ, Amelia confie à un ami qui est journaliste que ce défi, ce sera son dernier grand vol. Première étape prévue, Porto Rico, ensuite Venezuela, la Guyane, le Brésil. Des étapes assez courtes, vous voyez. Amelia n'est pas là, évidemment, pour faire de la promotion, pour discuter, etc. Elle, son objectif, c'est un objectif qui, pour l'instant, est un objectif sportif et technique, si je puis dire. Bon, elle va faire peut-être quelques entorses au règlement. À Natal, au Brésil, elle prend des renseignements auprès des ex-pilotes français de l'Aéropostale, les premiers qui ont ouvert les lignes aériennes vers l'Amérique du Sud et qui travaillent désormais pour la jeune compagnie Air France. Elle tente la traversée de l'Atlantique Sud, une route qui fait pas de cadeau. Le soir du 7 juin, elle pose son Electra à Saint-Louis, au Sénégal. La traversée a été incroyablement rapide, 13 heures de traversée. Enfin, il faut les faire quand même, bien sûr, et les 2 membres d'équipage vont ensuite survoler l'Afrique avec des tempêtes de sable, des tornades, etc. Le 14 juin, ils empruntent un tronçon délicat de la mer Rouge jusqu'au Pakistan, et à leur arrivée à Karachi, on leur apprend que le voyage qu'ils sont en train de faire est une première mondiale. Et c'est ensuite l'Inde, la Birmanie, le Siam. Le 30 juin, les voilà en Nouvelle-Guinée, avant-dernière étape de l'autre côté de l'horizon, il y a la Californie dont ils sont partis. Vous imaginez ça ? J'allais dire, Magellan doit se retourner dans sa tombe. Amelia et son navigateur ont déjà parcouru 36 000 km. Ils ont fait plusieurs continents. Il y a encore 11 000 km à franchir, mais la fin du voyage va être extrêmement compliquée, surtout pour cet équipage épuisé par toutes ces longues heures passées en vol. Avant d'atteindre la côte ouest américaine, ils vont devoir atterrir sur la toute petite île de Howland, qui n'apparaît même pas sur la carte. Le gouvernement américain a fait aménager là 3 pistes d'atterrissage. L'US Navy a dépêché un de ses navires, l'Itasca, qui doit servir de repère à l'approche de l'île. Vaut mieux, 2 précautions valent mieux qu'une. Et le 2 juillet 1937, à 10h30, l'avion d'Amelia Earhart décolle donc de Nouvelle-Guinée en direction de cette toute petite île d'Howland, 4100 km plus loin, un trajet qu'aucun avion n'a jamais effectué. Ça va faire 20 heures de vol et c'est à 8h44 le 3 juillet qu'Amelia envoie un message radio pour la première fois de sa vie. Sa voix est inquiète. « Je tourne dans la brume depuis des heures. Je n'ai plus que 30 minutes d'essence. Je ne vois toujours pas la terre. Je dois être à 160 km environ de Howland. » Et ça, ce sont les derniers mots qu'on entend d'elle.
Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, il n'y a plus aucune trace à partir de ce mois de juillet 37. Le président américain, qui est devenu le président Roosevelt, vous savez, bien sûr, grand admirateur d'Amelia Earhart, va mobiliser pour sa recherche des moyens absolument extraordinaires qui vont coûter la bagatelle de 4 millions de dollars de l'époque, 4 millions de dollars or, n'est-ce pas ? 4000 hommes participent aux recherches. La mission va prendre fin le 18 juillet 1937 et il va falloir attendre 30 ans, en 1967, pour qu'une femme accomplisse de nouveau le tour du monde. Ce sera Geraldine Mock, qui est également une Américaine d'ailleurs. Il y a un an environ, c'était presque un an, le 27 janvier 2024, un engin sous-marin qui avait été affrété par la Deep Sea Vision Society a repéré une masse métallique qui repose par 5000 mètres de fond à proximité de cette fameuse île d'Orland. On s'est dit que ça y est, on avait retrouvé la trace d'Amelia Earhart, sauf que là, très récemment, au début du mois de novembre dernier, on a reçu un communiqué de la société nous disant qu'en fait, il ne s'agissait pas du tout d'une masse métallique, mais d'un amas rocheux. Autant dire qu'à l'heure où je vous parle, le mystère sur la disparition d'Amelia Earhart demeure intact.